Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez écouter dans un instant Pierre Sange, écrivain, auteur également de fiction radiophonique pour Radio France et de livrets pour l'opéra. Il présentait à la librairie Ombre Blanche mardi 21 février 2023 deux ouvrages, Un long silence interrompu par le cri d'un griffon, paru aux éditions Verticales, et Épître aux Visigoths aux éditions Corti. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir à la librairie, merci d'être venus à la rencontre de Pierre Sange, que nous sommes très heureux d'accueillir ce soir pour une double actualité. Pierre Sange, merci à vous d'avoir accepté l'invitation de la librairie. Merci de venir nous présenter donc ces deux ouvrages qui paraissent simultanément en ce début d'année. Donc le premier livre s'intitule, enfin le premier, il n'y a pas d'ordre aucun, mais l'un d'entre eux s'intitule Un long silence interrompu par le cri d'un griffon. Il est publié aux éditions Verticales, qui est votre éditeur historique, disons, enfin chez qui vous avez publié votre premier texte en 2000. Et donc c'est le 11e livre chez cet éditeur. On peut citer par exemple La réfutation majeure paru en 2004, Les fragments de Lichtenberg paru en 2008, ou plus récemment Akkab Sekel qui vous a valu le prix Vepler en 2015. Et donc ce livre-là, Un long silence interrompu par le cri d'un griffon, qui est le 11e chez Vertical, qui est une sorte de récit biographique d'un écrivain russe, Pavel Pletika, un écrivain sans œuvre, ou en tout cas avec une œuvre cachée, mystérieuse, dont vous transcrivez quelques extraits dans la seconde partie du livre. Cette œuvre mystérieuse, c'est donc une encyclopédie du silence qu'il a rédigée. On aura l'occasion de discuter peut-être des conditions matérielles de la rédaction de cette œuvre et de sa découverte. Mais en tout cas, voilà une encyclopédie qui fait la part belle au silence, mais qui est malgré tout colossale, et vous en publiez quelques extraits. Le second livre dont nous allons parler, il y a beaucoup de ponts entre les deux, mais s'intitule Épître aux Visigoths. C'est un récit qui paraît dans un récit de critique littéraire. On reviendra peut-être justement sur la question du générique, enfin du genre de livres que vous écrivez. Mais donc, disons plutôt de critique littéraire, qui paraît dans une collection de critiques littéraires aux éditions Corti, la très belle collection En lisant, en écrivant. Et vous empruntez ce titre et cette notion de Visigoth en littérature et en art à Giorgio Manganelli. Il parle des écrivains de certains écrivains comme de nouveaux et acerbes Visigoths dans un texte qui s'intitule Le Roman, qui est paru dans un recueil qui s'appelle L'art subtil de la prose chez Gallimard. Donc comme je le disais, il y a bien évidemment beaucoup de ponts, de liens entre les deux livres. Donc ça va être l'occasion de discuter de très nombreux sujets, des très nombreuses œuvres que vous abordez dans ces deux livres. On n'aura pas le temps forcément en une heure d'épuiser la richesse de tout ce que vous abordez, de tous les thèmes, tous les motifs que vous déployez dans ces livres. Mais en tout cas, voilà, c'est l'occasion, malgré tout, d'une riche discussion, je l'espère. Je vais vous laisser la parole parce qu'on est là pour vous entendre plutôt. Et peut-être d'abord commencer par une lecture, histoire d'avoir un petit peu le texte en tête avant de démarrer l'échange. Merci beaucoup, bonsoir. Donc je vais lire un extrait assez bref. Le premier chapitre qui n'est pas vraiment l'ouverture même du livre, mais l'incipit même du livre, je vous laisserai le découvrir. Mais c'est quand même l'entrée dans ce conte assez bref qui imagine la vie de ce Pavel Pletika. Alors on verra ensuite pourquoi et comment et d'où vient ce personnage et ce qui lui arrive. Un demi-siècle s'est écoulé entre la nouvelle de sa mort et le déchiffrement de ses écritures. Un demi-siècle occupé par d'autres morts bien plus tonitruantes, par des guerres à 2 ou 3 couleurs, puis des déclarations de paix après la fin des guerres,
par des fortunes inattendues, par des banqueroutes, par des pluies diluviennes, des croisades sur des chemins routiniers, des coups de théâtre, des incendies, des noces, sans doute un certain nombre de délices diluviennes, elles aussi, et la découverte des ruines d'une civilisation disparue sous le sable. Le cœur de Pavel Pletika a cessé de battre en 1961, le jour de la Saint-Stanislas à 9 heures du matin. Au cours des 80 années précédentes, il avait battu 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois à 3 reprises, ce qui devait être suffisant. Un organe se lasse. Quelques biographes ou des admirateurs ou de simples visiteurs passant par les allées se demandent parfois si son corps repose réellement dans la tombe aménagée au cimetière Kuntsevo, à l'ouest de Moscou. On peut lire dans certaines nécrologies que Pavel Pletika a été enterré à gauche de Thomas Dorset, espion britannique, et à droite de Simon C. Coburn, autre espion britannique. Pure provocation, et d'ailleurs si peu crédible. Il repose en vérité entre Eva Kourin et Sergueï Polotsky, simple citoyen. Dans une lettre écrite peu de temps avant sa mort, en 1959, Pavel annonce avoir terminé la rédaction d'une vaste mais complètement amorphe encyclopédie du silence. La lettre, c'était une demi-douzaine de feuillets, une écriture anguleuse, très sèche, réduite à l'état de limaille de fer, dans un souci d'élégance ou d'efficacité. Un papier de mauvaise qualité, et les traces de divers animaux, insectes ou rongeurs, les deux peut-être. Il y est question de noisetiers au printemps, de paysages aperçus de la fenêtre d'une chambre à Moscou, de la cendre d'un trichinopoli, c'est un cigare, et un peu plus loin des douceurs de la myopie émulsion, de l'absence de chauffage, de son amour pour une jeune fille devenue arrière-grand-mère, et enfin d'une encyclopédie, sans en dévoiler beaucoup plus, s'agissant d'un fait accompli et d'une cause entendue. La demi-douzaine de feuillets a été retrouvée 30 ans plus tard, presque par hasard, ce type de hasard imité des livres d'Arsène Lupin et qui suscite l'incrédulité. Voilà. Merci pour cette lecture. On aura peut-être l'occasion de lire d'entendre d'autres passages de ce texte et du texte de l'Épître aux Visigoths un petit peu plus tard. Peut-être du coup une première question justement sur ce Pavel Pletika. Il y a déjà une forme de suspense qui demeure sur l'existence réelle de ce personnage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en tout cas les faits marquants de sa vie et avant d'en arriver à son grande œuvre mystérieuse et silencieuse, les différents jalons de son parcours poétique perturbé, disons. Oui, ça va être assez rapide. Sa vie est quand même très discrète. Elle ressemble d'ailleurs à la vie d'un auteur auquel il est fait hommage dans ce texte et puis dans l'autre livre aussi. Un écrivain bien réel, celui-là, qui s'appelait Sigismund Krzyżanowski et dont on a découvert aussi les œuvres très tardivement et qui a passé l'essentiel de sa vie dans une chambre de 8 mètres carrés à Moscou et qu'il a écrit pour son tiroir, comme ça arrivait beaucoup. Et pour ce qui concerne ce personnage-là, c'est un personnage donc il naît à la fin du 19e siècle et il vit un peu cette période très étrange qui sont les années 20 à Moscou, qu'évoque Chalamov dans un texte très très beau qui s'appelle Les années 20, qui est publié par Verdier. Donc c'est des années d'après la Révolution à Moscou, et ce sont des années à la fois de commencement, voilà, d'une emprise, d'un renfermement. Enfin, là, il se passe beaucoup de choses, mais ce sont aussi des moments d'effervescence où on croit pendant un moment qu'une porte s'ouvre. En tout cas, entre le moment où la porte s'ouvre d'après la Révolution et où elle va se refermer très brutalement grâce à Lénine et Staline et d'autres, il y a un moment d'effervescence, de fièvre, de précipitation, on pourrait presque même dire d'euphorie, où on y croit, on n'y croit pas, on se prend au jeu, on essaye, on est tenté, voilà, on essaye des choses. Et par exemple, ce sont des années de multiplication des courants littéraires
qui naissent et qui disparaissent, mais qui sont très fervents, avec ce qu'on peut s'imaginer, à tort ou à raison, de cette façon russe là, de s'engager à corps et à corps dans des luttes poétiques. Alors il y a les phraseristes, les imaginistes, les symbolistes qui étaient déjà là, les acméistes. J'en oublie, enfin plein de groupes comme ça qui se réunissent dans des musées, dans des cénacles, etc. Et puis qui passent des soirées à s'empoigner sur des verres. Et ce personnage-là traverse un petit peu tout ça de façon un peu étrange. C'est à la fois quelqu'un de très bavard, de très volubile, mais qui n'est pas complètement au monde, sa présence au monde est un peu flottante et un peu bizarre. Il peut être bavard, mais son bavardage change de sujet. Et si on essaye de le ramener sur des choses très concrètes, si on veut lui faire parler du sens de la révolution, de l'engagement de l'écrivain auprès des prolétaires, etc., c'est quelque chose qui le dépasse un peu et il part plutôt dans des limbes et dans des directions un peu personnelles. Et donc ce personnage à la fois très bavard, très volubile mais qui saute du coq à l'âne, comme pouvait le faire Robert Walser aussi à sa manière, va petit à petit, enfin à un moment donné, pour une raison qui est un peu cachée dans le livre, va décider de mettre en scène pour lui-même une sorte d'exil intérieur quand il voit que le monde autour, le monde russe, le monde soviétique, devient beaucoup plus âpre, beaucoup plus difficile. Alors il ne sera pas exilé comme Mandelstam ou même assassiné comme Mandelstam, où il ne va pas avoir les mêmes problèmes que Bulgakov, ou il ne va pas connaître l'exil comme Nabokov. Enfin, voilà. Chacun vit les choses un petit peu différemment, et lui, il choisit l'une des options possibles, qui n'est pas la compromission, qui n'est pas l'exil, qui n'est pas l'opposition farouche, qui n'est pas l'entrisme, un petit peu louvoyant il ne devient pas un poète officiel comme certains ont tenté de l'être pour sauver leur peau. Il choisit l'exil intérieur et il va consacrer l'essentiel de sa vie, une fois qu'il aura disparu, quelque part caché dans un grenier, il va consacrer des dizaines et des dizaines d'années à l'écriture silencieuse d'une encyclopédie du silence qu'on imagine immense et dont on retrouvera des traces après. Et oui, on l'imagine immense. Vous dites 2 feuillets par jour sur 30 ans, donc effectivement plus de 10 milliers de feuillets. Et justement, est-ce que c'est pas de votre part un geste un peu paradoxal, même si vous avez le goût des paradoxes et des contraires, des oppositions, etc., mais de sortir de l'ombre et du silence une œuvre qui y était depuis 60 ans et qui est elle-même consacrée au silence. Pourquoi la mettre en lumière et l'exposer ? C'est une petite lumière, c'est très discret, mais oui, c'est sûr que le plaisir de jouer avec les contrastes était là. Par exemple, de faire de ce personnage quelqu'un de trop bavard, justement, de quelqu'un qui parle trop, il faisait comme Krzyżanowski que j'ai évoqué tout à l'heure. Krzyżanowski a gagné un petit peu sa vie en donnant des conférences sur divers sujets, sur le brouillon, sur Thomas d'Aquin, sur des choses très très différentes. Ce personnage-là fait un petit peu la même chose, mais ses conférences sont trop bavardes, débordent, encore une fois, changent de sujet. Et c'est quelqu'un qui peut-être va souffrir de cet excès de volubilité et qui va essayer de se discipliner en se consacrant au silence, mais ce travail et ça marche pas très très bien d'une certaine façon, parce il continue d'être volubile et il continue d'être bavard au sujet du silence, alors qu'en général, quand on consulte, il y a certains livres qui ont été écrits sur le silence, des essais, des romans, des livres d'anthropologie, et il y a toujours cette notion-là. Donc le silence est associé souvent à la méditation, il y a un aspect théologique du silence qui est du côté de la sagesse, de la retenue, de la discrétion, de la prudence aussi, ou de la pudeur. Enfin voilà, il y a toutes ces notions, ou du calme, qui sont associées au silence. Et lui, d'une certaine façon, dans ce qu'il compile et dans sa façon d'être, même s'il est effacé par prudence, il voit paradoxalement le côté tonitruant aussi du silence, et des silences qui sont aussi... il a envie de faire du bruit avec du silence d'une certaine façon, ou de
ou de faire presque des variations Goldberg musicales à partir du silence, de faire des fugues à partir du silence, ou faire des trilles, des fioritures, des choses comme ça. Comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Donc ça reste de l'écrit, enfin on ne dira pas exactement comment, mais ça reste de l'écrit. Mais quand je me suis... Donc les extraits donnés par la suite sont des extraits d'une encyclopédie consacrée au silence, mais ce qui est dit sur le silence, bon, parfois rejoint ce qu'on a déjà lu et qui est vrai sur l'aspect retenu du silence, mais il y a d'autres entrées qui sont beaucoup plus, je dis pas comiques, mais presque explosives, presque bavardes aussi. Oui, parfois question du silence qui justement précède euh, une explosion, soit de paroles ou de bruit. Enfin. Oui, ou le silence entre deux paroles, par exemple. Il y a des anthropologues ont mesuré, selon les civilisations ou les cultures, le temps de silence autorisé ou permis ou toléré entre une question et une réponse diffère d'une culture à l'autre. Alors, je ne sais plus quelle population d'Amérique du Nord, je crois, bat le record de silence toléré. On peut poser une question et attendre une minute, une réponse sans s'offusquer. Voilà, ce genre de choses. Alors, on peut rapprocher ça, par exemple, de certains silences du cinématographe, parce qu'il est beaucoup question du silence à la radio, au théâtre, au cinéma, qui sont des silences sauf pour le cinéma muet, mais même le cinéma muet est très sonore et très bavard. Ce sont des silences très, très musicaux aussi. Et par exemple, ou ce personnage évoque, ce silence très particulier qui est le silence des premières comédies, même, ou des premiers films hollywoodiens des années 20-30, enfin 30 surtout, après le parlant, où les comédiens prenaient l'habitude, c'était une technique, de se taire une demi-seconde, enfin de laisser un blanc d'une demi-seconde entre la réplique du partenaire et la leur, pour qu'ensuite on puisse couper, on puisse faire un montage et on puisse couper entre chaque réplique. Donc c'était un art très subtil, parce qu'il faut laisser du silence tout en ayant l'air de se parler. Et c'est ce qui a disparu ensuite quand une autre forme de comédie, la fameuse screwball comédie avec Cary Grant. Et, au contraire, c'est une comédie où les paroles se chevauchent. Ce qui était extraordinaire pour le jeu, mais ça rendait fou les monteurs parce qu'ils ne savaient plus où couper. Voilà. Donc ça m'amusait d'évoquer ce silence qui en fait parle de paroles. Voilà. Puis ça rend la chose un peu plus amusante aussi. C'est pas qu'un personnage qui s'enferme dans un exil avec tout ce que ça, un exil intérieur avec tout ce que ça peut avoir de pathétique, même si ça existe. Voilà, j'imagine qu'il avait aussi accès à ce cinéma-là. À tort ou à raison, c'est peut-être pas vraisemblable historiquement, mais quoique. Et on aura l'occasion de revenir sur différentes entrées de cette encyclopédie du silence, mais juste pour faire un lien avec l'autre livre, donc l'Épître aux Visigoths, qui est placé là plutôt sous le parrainage, disons, ou sous l'égide du baron de Münchhausen, et qui lui, au contraire, est peut-être un bavardeur invétéré, enfin, le personnage qui a raconté ses exploits multiples et invraisemblables. Est-ce que j'ai une question par rapport à la publication des deux livres simultanément. Est-ce qu'ils sont à lire en complément l'un de l'autre? Est-ce que justement Münchhausen fait le pendant de Plättika? Pourquoi avoir choisi de publier ces deux livres en même temps et quels sont les liens qui les... Alors, la publication simultanée de ces deux livres est un peu due à un heureux hasard, mais qui a été forcé finalement à la fin. Le texte dont je viens de vous lire un extrait, donc un long silence interrompu par le cri d'un griffon, qui est plutôt romanesque, une fiction, a été écrit est prêt depuis pas mal de temps. C'est même à l'origine, il y a plus de 10 ans de ça, il a existé très différemment sous une autre forme, mais avec quelques points communs. Il existait sous forme radiophonique. J'écris beaucoup de pièces pour la radio et je trouvais que c'était un défi intéressant, surtout pour la réalisatrice qui était Laure Egoroff,
de consacrer une émission, un court feuilleton au silence. Et dans ce feuilleton, il y avait quelques extraits de silence que Laure Egorov a très bien réalisé. Voilà. Vous savez que réaliser des silences à la radio, c'est pas facile parce que les silences ont une épaisseur, une couleur, une texture, on entend des petites choses quand même. Donc ce texte-là, tout ça pour vous dire qu'il est prêt depuis très longtemps et depuis très longtemps, je veux le remanier, le trahir pour en faire un livre. Il a résisté pendant très longtemps parce que le souvenir de l'émission de radio était encore présent et quand petit à petit j'ai fini par l'oublier, j'ai pu remanier toute cette matière-là, réécrire, garder quelques éléments et en faire un texte, mais voilà, qui est prêt quand même depuis plusieurs mois. Pour des raisons diverses, voilà, la prévision d'une publication est toujours un petit peu lente, surtout que les publications ont été les calendriers ont été bouleversés par toutes ces histoires d'arrêt de la librairie et de l'édition, puis de recommencement que vous connaissez bien. Et entre-temps, les éditions Corti, en la personne de deux jeunes éditeurs qui viennent de reprendre cette édition, Marie de Quatre-Barbes et Maël Guédon, voilà, ont repris le flambeau des mains de leurs prédécesseurs. Voilà, pendant 2 ans, il y a eu une transmission entre Bertrand Fillaudeau, Fabienne Raffose et puis ces deux jeunes nouveaux éditeurs. Donc sont venus me trouver il y a 2 ans pour me commander un texte, pour me dire, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de publier un texte dans la collection en lisant, en écrivant. Alors c'était évidemment un cadeau magnifique, je n'ai pas pu refuser. Et j'ai écrit donc ce texte-là. Et la coïncidence des deux publications est due un petit peu à ce hasard des calendriers de chaque éditeur. Et quand les dates de publication se sont un peu rapprochées, on s'est dit, voilà, autant le faire carrément le même jour plutôt qu'à un mois d'intervalle ou à 15 jours d'intervalle. Les éditeurs se sont rencontrés en terrain neutre, ont fort sympathisé, et voilà, ils se sont dit, voilà, on se fait une petite fête à 2 livres, et voilà, ça permet de présenter les 2 livres en même temps et d'économiser un billet de train. Et donc sur l'épître aux Visigoths, donc je parlais du baron de Münchhausen qui est présent dès le début. Vous décrivez cette scène dans laquelle il chevauche un boulet de canon tiré par l'armée russe et puis il revient sur un boulet de canon tiré par l'armée turque. Et donc le baron comme ça est une sorte de fil rouge dans le texte. Et même à plusieurs moments vous dites, alors je vous cite, le baron de Münchhausen prend ici la parole, il ne se contente pas d'être un personnage de conte, il veut s'élever au rang de conférencier. Un petit peu plus tard, Münchhausen reprend la parole, son public était captif, il est maintenant endormi. Est-ce que c'est lui un peu le narrateur de cet essai, ou est-ce que peut-être vous êtes mis dans sa peau pour... Oui. C'est-à-dire qu'on a en tête le baron de Münchhausen, il y a eu beaucoup de textes, beaucoup de réécritures, c'est déjà une aventure éditoriale en soi, hein, les aventures du baron de Münchhausen, qui est un personnage qui a vraiment existé, puis on a écrit sur son compte, voilà. Et c'est un personnage qui est un peu le prince des menteurs, et qui déborde, de mensonges, qui a aussi sa propre volubilité, sa propre faconde. Et d'ailleurs, pour revenir à cet écrivain dont je vous ai déjà parlé, c'est Zygmunt Krzyżanowski, celui qui vivait dans une pièce de 8 mètres carrés, a écrit un livre qui est un chef-d'œuvre, vraiment un livre magnifique, qui s'appelle Le Retour de Münchhausen. Et il imagine Münchhausen, justement à cette époque-là, dans les années 20, d'après la Révolution, 27, je pense. Il l'imagine comme, il réapparaît, il tombe du livre, là, il devient vivant. Et on l'envoie en mission à Moscou, parce que l'Occident l'envoie, l'Angleterre, il est en Angleterre, on l'envoie à Moscou comme missionnaire pour essayer d'expliquer le monde. Et il revient en disant moi je suis menteur, mais ils le sont encore plus que moi, et ils m'ont battu sur mon propre terrain. Je résume le texte. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, en gros, le sens de ce personnage-là, donc l'idée du personnage qui donne des conférences et qui est un grand conteur, un grand menteur, mais qui, à travers ses mensonges, va peut-être nous éclairer sur telle ou telle chose. Alors, je m'en sers un petit peu comme masque
dans ce texte-là, sur les Épîtres aux Visigoths, qui est une sorte d'essai qui procède un peu par marabout de ficelle, par association d'idées. Voilà. Quand j'ai mis une hypothèse qui me paraît vraiment trop loufoque, je préfère ne pas l'assumer. Donc, je l'attribue à Munchausen. J'ai dit, imaginons que Munchausen tienne une conférence, il pourrait dire ceci. Donc, on ne peut pas m'en vouloir, on ne peut pas m'attaquer sur ce terrain-là. Je peux toujours... C'est une attitude un petit peu couarde, mais que j'assume. Et dans ce texte-là, Épître aux Visigoths, les références principales sont, donc vous l'avez dit, Sigismund Krzyżanowski. Il est aussi beaucoup question de Gogol, de Pouchkine, des écrivains russes du 19e siècle, aussi de Mandelstam, on reviendra sur sa tautologie poétique A égale A. En quoi est-ce que justement cette littérature russe que vous citez principalement dans les deux livres, en quoi est-ce qu'elle vous marque, en quoi est-ce qu'elle vous influence? Enfin, est-ce que vous avez écrit un livre sur Melville, des choses plutôt sur la littérature américaine. Là, c'est un moment russe. Oui, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture que beaucoup de références d'Épîtres aux Visigoths étaient de l'Europe de l'Est. Bon, il y a Manganelli qui est italien, il y a Borges qui est américain, il y en a d'autres, mais beaucoup de textes dans lesquels j'allais spontanément puiser étaient russes ou ukrainiens ou hongrois ou voilà, ou tchèques, jusqu'à Kafka, mettons. J'ai essayé de comprendre, je ne suis pas sûr de trouver une explication, mais en tout cas, après coup, ça a éclairé étrangement le titre que j'avais trouvé entre-temps, Épître aux Visigoths, qui vient, lui, de Manganelli. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une façon de nommer une certaine sorte d'écrivain, une sorte des nouveaux barbares, des Visigoths. Mais les Visigoths, vous savez, sont les Goths de l'Ouest. Et donc, c'est comme si tous ces Goths de l'Est, Krzyżanowski, Siniavski, Senkouti, enfin tous ces noms presque imprononçables, nous écrivaient et à travers leur lecture ou leur écriture, ce que eux-mêmes disaient de la poésie, de la prose, voilà, je pouvais me nourrir et je pensais qu'on peut se nourrir de ces écrivains-là et parce qu'ils ont une approche peut-être, alors j'ai essayé de théoriser ça, les Russes, mettons, ont peut-être une approche un peu différente de la littérature. C'est peut-être dû à ce qu'on a appelé les formalistes russes, qui était une école justement de ces années-là, de ces années 20-30, avec Shklovsky, Bakhtin, des gens comme ça qui ont beaucoup travaillé sur étudier la littérature, mais un peu comme on étudierait la musique ou la peinture ou même le cinéma, c'est-à-dire en rentrant vraiment dans la forme même, pas seulement en tenant compte du propos, mais en tenant compte de la forme de l'écriture, ce qui était nouveau à l'époque et qui a peut-être marqué, je ne sais pas, le rapport que les Russes peuvent avoir à l'écriture. Et il y a une autre chose peut-être aussi. C'est vrai pour Siniavski, qui est un immense écrivain dont on devrait rééditer les livres, qui a écrit lui plutôt dans les années 60. Et justement, une partie de ces livres ont été écrits au Goulag. Et ils sont sortis du Goulag sous la forme de lettres écrites à sa femme. Et en fait, chaque lettre est une des pages du livre. Et il a écrit un chef-d'œuvre, un essai sur Gogol magnifique. Et on se demande comment il a pu faire pour être aussi pointu dans l'analyse, dans l'interprétation de Gogol, non seulement d'avoir la force physique et mentale de se consacrer à un écrivain, et pas seulement d'écrire son quotidien difficile, mais d'avoir la force mentale d'écrire sur Nicolas Gogol, et d'avoir aussi les capacités mémorielles de se souvenir des textes de Gogol, d'en faire une interprétation. Alors, est-ce qu'il avait une édition de poche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cet attachement à la littérature classique, même, enfin le classique assez récent de la littérature russe, Pouchkine, Gogol, cet attachement à cette littérature, alors qu'on est au fond du trou d'une certaine façon, on est dans les goulags et qu'on travaille à la mine. Cet attachement est toujours très impressionnant et donne une mesure de la force
avec laquelle voilà, ces écrivains-là, encore une fois, s'attachent à la littérature, et y tiennent et la défendent et en parlent. Et ça, c'est très impressionnant. Et quand Siniavski parle de Gogol, c'est d'une finesse, d'une intelligence très forte. Quand Mandelstam parle de littérature également, voilà, et tous ces écrivains-là, j'ai l'impression qu'ils vivent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, en exil réel ou en exil intérieur, ils vivent, ils se font pas une carapace parce que c'est les isolés du monde, mais il y a quand même un petit peu de ça. Mais ils vivent entourés de livres et ils s'en servent comme d'un point d'appui pour survivre ou pour résister à ce monde difficile, ou comme d'un autre horizon peut-être. Et voilà, ce qui en fait toujours quelque chose de très fort et de très. C'est assez rare que leur écriture soit gratuite et ce soit des propos gratuits ou faciles sur l'écriture. Voilà peut-être une des explications de la présence de tant d'auteurs de l'Est, mais elle est peut-être fausse, je ne sais pas, c'est peut-être seulement du hasard. Et il y a justement un auteur dont vous avez cité le nom qui est Miklos Senkuti. Je suis désolé, je ne parle pas du tout hongrois et je prononce très mal. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur lui? C'est un personnage vraiment très atypique et qui est peut-être... alors, peut-être, je ne sais pas si c'était le portrait pour vous de Pletika, mais il a peut-être il y a des coïncidences avec la vie de Pletika. Bon, il est mort à 80 ans, lui aussi dans une sorte d'exil intérieur, peut-être plus volontaire que pour les écrivains russes dont vous avez parlé, mais et il a lui-même écrit un journal dont il dit qu'il fait plus de 100 000 pages, Oui. et puis c'est une sorte d'ogre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce Oui, personnage? oui, on le surnomme l'ogre de Budapest. C'est quelqu'un qui faisait presque 2 mètres de haut, qui avait une tête incroyable. Miklos Senkuti, c'est vrai que c'est un nom assez difficile, enfin plus difficile à prononcer quand on le lit, parce qu'il y a des S, des Z, et beaucoup de lettres en trop, pour nous en tout cas. Euh, mais après tout, Senkuti, c'est pas si difficile, mais voilà, d'un premier abord, c'est un peu étrange. Mais le plus fort dans cette histoire, c'est que c'est un nom qu'il s'est choisi, donc il l'a fait exprès. C'est vraiment un nom. Il a voulu nous piéger avec un nom qui est sans doute très évident pour la langue hongroise, mais qui est très peu évident pour des Français. Alors ce Miklos, appelons-le Miklos, qui est né en 1908 et qui est mort en 1988, juste avant, de façon funeste, juste avant un peu la chute justement de ces murs et la réouverture de tous ces pays, y compris à Budapest, et quelqu'un qui a choisi précisément l'exil intérieur, surtout après-guerre, hein, quand un régime communiste, même si c'était peut-être pas le plus dur en Hongrie, mais quand même, c'est instauré. Il a pu avoir le choix de partir. Il a d'ailleurs fait ce choix-là pour sa propre fille, qu'il a envoyée en Angleterre ou en Suisse, je ne sais plus. Mais il a fait, lui, le choix de rester dans sa langue, dans son pays, dans cette espèce de centre du monde qui est Budapest, qui est vraiment... Alors là, on est à la fois à l'est, mais on est aussi au centre, parce que Budapest, c'est aussi comme certains autres lieux de l'Europe, mais c'est vraiment le croisement de l'Orient, de l'Occident, l'Autriche, Hongrie, des bains turcs, mais une culture occidentale. Enfin, c'est vraiment le croisement du monde, et je pense qu'il s'est senti là au milieu vraiment dans une sorte de centre, dans cet exil intérieur. C'est un petit peu comme le capitaine Nemo dans son Nautilus, c'est à la fois une cachette, mais aussi le monde reconstitué. Et Miklos, à Budapest, s'est reconstitué, a vécu dans une bibliothèque de plusieurs dizaines de milliers de livres, dans plusieurs langues. Il parlait français, il lisait le français, l'allemand, l'anglais, il était professeur d'anglais, un peu l'italien, je crois, et le latin et le grec. Et tous ces livres-là, alors j'ai pu visiter sa maison bibliothèque. Enfin, voilà, il y a des livres partout, dans la cuisine, partout, dans la salle de bain. Enfin, et il a vécu toute sa vie dans cette espèce de caverne d'Ali Baba remplie de livres, qu'il faisait aussi venir de l'extérieur de je ne sais quelle façon. Il avait beaucoup de revues aussi, la revue éphémère, mais aussi des revues de mode. Il lisait avec avidité des revues de mode. Il en parle très très bien. Il avait quelques numéros de Vogue. Et
des années 20-30 avec ces sublimes dessins de mode. Et il en parle avec la même précision, la même exigence et le même goût que quand il décrit une icône ou un tableau flamand ou quand il traite de théologie. Voilà, pour lui, parler de mode ou de cinéma et de théologie, c'est la même chose. Donc il a vécu dans cet exil intérieur et il a créé des œuvres, ses livres, un petit peu aussi, lui aussi pour le tiroir. Et on a redécouvert après sa mort, voilà, quand les choses se sont un petit peu détendues, on a réimprimé ses livres et c'est pareil, voilà, il a un journal de plusieurs. Alors, selon les décomptes, c'est entre 100 et 200 000 pages de journal qu'il faudrait maintenant imprimer, traduire, etc. C'est tout un travail, mais c'est aussi un personnage étrange. Et donc, vous dites justement qu'il a accumulé alors, surtout des livres, mais il parle des choses, il est gourmand de toutes les choses, et ça nous amène à une question qui est centrale, je pense, dans l'Épître aux Visigoths, mais aussi dans le long silence. C'est cette question de la chose. Peut-être d'ailleurs, il y avait un passage sur Gogol, peut-être qu'on pourrait lire sur les choses qui attendent une réponse. Alors, ce petit chapitre s'intitule Réponse à toute chose. Gogol dit à propos de lui-même: toute chose a les yeux rivés sur moi et attend ma réponse. Toute chose prend dans cette phrase l'allure d'un spectre de Fuseli, en plus de représenter exactement ce que les mots désignent, à savoir un ensemble de choses domestiques et humaines jusqu'aux cercles les plus larges du cosmos. Toute chose est ici comme Vie. Alors Vie, c'est le nom d'un monstre inventé par Nicolas Gogol. Je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, Vie, Vige, je ne sais pas. Toute chose est ici comme Vie, le nom d'un monstre de petite taille. Toute chose hante les chambres, se découpe la nuit à la faveur d'une lumière venue de l'extérieur, d'une demi-lune, et se met à vivre comme les objets vivent dans les contes. À force de les considérer, Nicolas Gogol en vient à remarquer les yeux des choses rivés sur lui, leur regard pénétrant, dérangeant ou simplement curieux, leur regard de témoin sans aucune pudeur, comptant sur une familiarité de longue date. Une telle attention de Gogol, en plus de sa maladresse de briseur de vase, finit forcément par animer l'inanimé. Et toute chose attend une réponse. Voilà a priori le plus curieux, mais à y bien réfléchir, c'est la moindre des politesses de la part de toute chose. River les yeux sans demander de réponse, ce serait inadmissible. Ça serait une obscénité de scrutateur. Peut-être même la volonté de chosifier par vengeance. Au contraire, quelle souplesse, quelle suavité, presque de la tendresse, en tout cas le sens du protocole dans cette attente. Attendre une réponse, c'est flatteur. On s'humanise au lieu de se réifier. Et Nicolas Gogol est suffisamment au fait des choses, de leurs particularités, de leurs dessins, de leurs factures, de leurs timbres, de leur étoffe, pour savoir distinguer à la fois les choses, les yeux rivés et leurs questions. La poignée de porte attend sa réponse. Le réveil matin attend la sienne. Et la blague à tabac, et la savonnette, et le couvercle de l'encrier. Alors, merci pour cette lecture. Moi, c'est un passage qui m'a vraiment frappé. Et encore une fois, c'est cette question de la chose. Vous citez un moment Goldschmidt, das Ding dingt, enfin, une sorte de. Et donc Mandelstam, son thème poétique A égale A. Vous allez nous dire, c'est une sorte de tautologie. Hein. Une table égale une table, mais c'est en fait du plus banal. Ça ouvre en fait à la fois la possibilité peut-être de la création artistique, de dire qu'est-ce que signifie cette identité à soi-même, et puis aussi d'un point de vue métaphysique, quand ça s'applique à l'homme. On va parler après de l'autobiographie et des personnages type Iago ou Ponce Pilate. Je ne suis pas ce que je suis, mais en tout cas déjà d'un point de vue des choses matérielles, qu'est-ce qui se cache derrière cette banalité apparente des objets et de ce qui nous entoure? Oui, c'est une banalité apparente. Donc, peut-être
peut-être entendu, mais le livre fonctionne un petit peu par analogie, voilà, par rapprochement, par marabout de ficelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'essaye de rapprocher parfois des propos qui sont peut-être étrangers les uns aux autres ou été prononcés par des personnes très étrangères dans le temps, dans l'espace. Et j'essaye de voir quelle familiarité, quel propos je pourrais en tirer. Et à propos de choses, justement, j'ai été frappé par la présence des choses, vraiment des choses les plus banales, bon, dans les livres de Gogol, mais aussi dans les livres de Mandelstam, c'est très important, hein. Il parle d'une Égypte des choses, voilà, comment regarder les choses les plus banales et les décrire à nouveau. C'est évident aussi pour Miklos Senkuti, dont je viens de parler, qui a écrit des pages magnifiques sur des détails, sur le citron, à un moment donné, il décrit une scène, voilà. Souvent, il débauche des scènes comme ça, des scènes à l'intérieur des scènes. Alors, il imagine, je ne sais plus quel roi d'Angleterre qui, très vieux, sans doute en train de mourir, et on lui apporte quelques cerises. Et il dit, pour cet homme-là, à ce moment-là, être cerise, quelle importance! Et il décrit les cerises avec une précision, la couleur, le petit coup de bec d'un oiseau, un début peut-être de moisissure, etc., etc. Alors ça nous fait penser évidemment à la qualité expressive et picturale de certains tableaux flamands, par exemple, cette attention aux choses. Il y avait une très belle exposition à Paris, au Louvre, qui s'intitulait Les choses. Et on montrait voilà, à quel point cette attention de la nature morte, c'est pas seulement une prouesse de peintre, c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui nous touche, parce qu'on se dit, oui, dans le reflet d'un objet, dans la représentation de quelque chose de très banal, de très humble, il y a quelque chose de presque métaphysique. Et j'ai rapproché ça aussi d'une phrase très étrange, enfin pas si étrange que ça, mais de Mandelstam, que vous avez évoqué. Il dit, voilà, mon principe poétique, c'est A, la lettre A égale A, donc la tautologie la plus bête, ce qui semble a priori le contraire de ce qu'on doit faire en littérature. Et en littérature, on va plutôt procéder par image, par détour. On va pas on va pas dire bêtement ou de façon transparente les choses, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on va plutôt faire des détours. Et d'ailleurs, Mandelstam faisait des détours. C'est le maître de la métaphore, c'est le maître de l'image, c'est le maître de l'analogie. Ses livres débordent d'images très surprenantes. Parfois, on s'y perd. Et pourtant, il dit ça. Mais il dit ça dans un contexte bien particulier. Il dit ça justement pour s'opposer aux symbolistes. On évoquait ces groupes là, tout à l'heure. Ce qui fatiguait Mandelstam et ses confrères acméistes, qui était contre les symbolistes, c'était cette faculté, cette tendance un peu trop rapide à dire, à prendre l'objet pour le symbole d'autre chose. Et lui dit parfois de temps en temps, vous avez raison, mais parfois de temps en temps, ça serait bien de se souvenir que A égale A. Donc de retomber sur Terre, quitte après à repartir dans la métaphore, dans l'image, dans la paraphrase, dans la ruse, dans le détour, qui est le propre de la littérature. Mais ils avaient besoin à ce moment-là, c'est exactement aussi le travail qu'a fait Franz Kafka, cette espèce de transparence, cette simplicité qu'on attribue à Kafka, c'était contre l'excès symboliste. Voilà, d'en passer par une sorte de modestie de nature morte flamande, quelque chose, voilà, on redescend, puis après peut-être on va pouvoir refaire ces détours. Alors ça, je trouve ça impressionnant parce que de la part de tous ces auteurs-là, qui sont des maîtres, comme Proust aussi, des maîtres de la métaphore, au contraire de l'analogie et de la transformation d'une chose très simple en son contraire ou en autre chose, c'est très intéressant de voir comment ils étaient quand même attentifs et très frappés par la réalité simple, pure et simple de la chose. Et ça m'a fait penser à un dernier point, qui est je ne sais pas si vous alliez en parler, peut-être que je devance, mais peut-être pas. Une historienne de l'art qui s'appelle Svetlana Alpers a beaucoup étudié l'atelier du peintre. Donc plutôt l'atelier du peintre au XVIIe siècle.
et elle le compare au laboratoire du scientifique, qui est à peu près né à la même époque. Et elle dit, dans l'un et l'autre cas, on introduit des choses qui viennent du monde extérieur pour en faire l'expérience. Et elle dit, l'atelier, c'est un monde où le peintre, c'est un monde, oui, c'est un monde, une sorte de monde clos, c'est un outil, un monde clos, c'est un lieu où l'on fait des expériences avec les choses, où le peintre introduit des choses pour en faire des expériences. Parce que la lumière n'est plus la lumière éblouissante et crue et uniforme du monde extérieur, mais une lumière très précise. Et là, dans cette espèce de lieu clos, alors on retrouve un peu l'exil intérieur de tout à l'heure, dans cette espèce de lieu clos, comme la Camera Obscura de Vermeer, ces lieux clos des peintres flamands. Voilà, on retrouve, on peut retravailler les choses. Voilà, donc tout ça, tous ces points-là un petit peu divers, j'essaye de les rassembler et pas de faire une théorie sur la chose, ou sur la perception, ou sur la métaphysique, mais voilà, je les mets bout à bout et puis je dis voilà, c'est intéressant, on peut passer de l'un à l'autre. Oui, parce qu'effectivement, le livre manie beaucoup de concepts, mais ça reste comme vos livres précédents, comme vos romans, un plaisir de lecture, il faut le dire aussi, parce que ça peut paraître peut-être très, très théorique, mais c'est pas le cas. Effectivement, il y a beaucoup d'exemples et aussi de bonheur à écrire. C'est-à-dire, oui, c'est un essai, c'est pas une thèse, c'est un essai au vieux sens du terme. C'est-à-dire, on part d'une idée, puis enfin d'une idée ou d'une proposition, puis on passe à une autre, et puis une digression, et puis une citation. Il y a beaucoup de citations parce que ça s'appelle En lisant, en écrivant la collection. Et donc, beaucoup de textes ont été publiés dans cette édition et qui reprennent un peu ce même principe, c'est-à-dire qu'on donne à lire, mais on donne à lire ses propres lectures et que la lecture et l'écriture se nourrissent les unes les autres. Donc il y a beaucoup de citations parce que c'est aussi un livre de lecture. Et ça me fait penser justement à vous citez un moment Johannes Kepler, le scientifique, et ça fait le lien aussi entre le laboratoire du scientifique et l'atelier du peintre, qui écrit un conte, Le Songe, et vous dites c'est un endroit où deux parallèles se croisent, où divertissement et compréhension, s'ingénient à se confondre. Est-ce que c'est pas aussi ce que vous essayez de faire, d'allier la connaissance et le jeu, le savoir et le plaisir dans vos livres à vous? Oui, c'est ce plaisir-là de la lecture qu'on peut retrouver en lisant ces petits textes de Kepler ou les textes de Mandelstam ou les essais même de Thomas de Quincey qui va prendre un sujet apparemment idiot comme le heurt à la porte de Macbeth. Juste, voilà, et qui fait une digression magnifique enfin une digression, un essai magnifique juste sur ces coups frappés à la porte. Et ces textes-là de Quincey ont un statut très ambivalent. On ne sait pas s'il nous raconte une histoire ou si il est en train de développer une théorie. Et en fait, il se situe justement entre les deux. Et c'est cet entre-deux qu'on peut appeler de la littérature aussi. C'est unique à De Quincey, c'est unique à la littérature. On peut à la fois raconter une histoire et poursuivre un raisonnement. Et parfois, une histoire ressemble à un raisonnement et un raisonnement ressemble à une histoire. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on appelle l'expérience de pensée. Vous savez, quand Albert Einstein s'imagine, pour des raisons théoriques, il dit qu'est-ce qui se passerait si je chevauchais un photon, un grain de lumière. C'est à la fois un raisonnement, c'est le début d'un raisonnement, mais c'est aussi le début d'une histoire fantastique. On dirait un conte pour enfants. Je vais chevaucher un grain de lumière, c'est magnifique. Alors le baron de Munchausen, lui, chevauchait des boulets de canon. Mais voilà, on est entre le raisonnement scientifique et l'histoire. Et souvent des histoires, même des situations de comédie ou des résumés. On peut lire le résumé, une quatrième de couverture d'un roman ou le résumé d'un film qu'on voudrait aller voir au cinéma. Ce sont parfois des situations qui sont presque des situations de laboratoire, de scientifiques. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets deux personnages et un troisième? Voilà, le mari, l'amant, la femme, etc. Et
voilà, il se passe des émulsions, il se passe des choses. Ce sont des expériences de pensée scientifique et de théâtre. Oui, d'ailleurs, il y a la question du synopsis qui est présente dans l'épître aux Visigoths. Vers la fin, vous parlez des synopsis, et dans le long silence, parce Pletica a aussi écrit des romans policiers, des romans un peu licencieux, sous un nom d'emprunt. Et donc, vous vous amusez vous-même soit à proposer des synopsis ou à proposer des synopsis qui ont été eux-mêmes écrits par des écrivains. Est-ce qu'il y a justement là un plaisir à cette pratique? Est-ce que créer comme ça un texte en puissance sans le développer, en lui laissant toutes ces virtualités possibles, est-ce que c'est là le plaisir principal de l'écrivain? Ensuite, tout le reste ne serait que le développement. Vous citez Tchekhov et Tolstoï, je crois. Oui, ou Henry James, oui. Mais en fait, le plaisir est de partout. Le plaisir peut être juste dans le résumé. Et Borges est un des plus forts là-dedans, où il résume, au lieu de faire des romans de 600 pages, il faisait des romans de 600 pages, mais qui faisaient 2 lignes. C'est-à-dire, il resserrait tout et il disait, je ne vous donne que le synopsis, à quoi bon écrire le livre? Et ce sont que des idées comme ça. Mais parfois aussi, dans le développement, il y a le plaisir pour revenir à la volubilité du personnage qu'on évoquait au tout début, hein, il y a aussi le plaisir de faire mousser tout ça. Et alors parfois on se situe entre les deux, on préfère le résumé, parfois on préfère le développement, ou parfois on préfère l'entre-deux, donc on essaie de varier les plaisirs, mais pas seulement les plaisirs de l'auteur, les plaisirs du lecteur. Et dans ce cas-là, il y a aussi un des maîtres en écriture dans ce domaine-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les carnets de Henry James, qui sont maintenant en poche. C'est un des plus beaux livres qui soit, c'est magnifique parce que c'est une sorte de journal, mais pas un journal intime où il va raconter sa vie, c'est un journal de travail. Il note toutes ses idées. Et souvent, ces idées lui viennent d'une conversation, une soirée mondaine où il s'est un peu ennuyé, parce qu'il allait souvent dans les soirées mondaines, il s'ennuyait. Mais une conversation, un dialogue, un ragot, une rumeur, telle personne, va lui servir de point de départ pour une histoire. Il le note dans son carnet. Il dit, on m'a raconté l'histoire d'un homme qui s'est marié, et puis sa femme est morte, et puis il se remariait avec une femme, et elle est étrangement semblable à la première. Je me demande s'il n'y a pas un petit quelque chose à faire à partir de ça. Et ce qui est extraordinaire dans les carnets d'Henry James, c'est qu'il pense en écrivant et on assiste à sa pensée. Il ne fait pas. Parfois, il note que le résumé, puis il oublie, puis il y revient, mais parfois, très souvent, il note ces 3 lignes, ce point de départ, et dit bon, alors qui est ce mari qui a épousé une femme, mais qui pourrait-il être? Et il commence à décrire, à donner vie à ce personnage, puis à donner vie à la première femme, puis à donner vie à la deuxième. Mais comment est-elle morte? Et comment l'autre apparaît? Et qui sera le narrateur? Si c'est moi le narrateur, je serai l'ami de la deuxième femme. Et petit à petit, c'est extraordinaire ce qu'il commence à construire son scénario avec une intelligence remarquable, parce qu'il savait très très bien écrire. Il avait besoin d'écrire, il vendait ses textes. Donc il avait musclé cette capacité, comme un scénariste de Hollywood ou de film, à construire une histoire, à l'échafauder. Et petit à petit, cette histoire qui faisait 2 lignes en fait 10, et puis il y revient, elle fait 20 lignes, 30 lignes, et puis au bout d'un moment, il a toute sa nouvelle est résumée avec le début, le milieu, la fin, les différents personnages, les différentes péripéties. Et il termine en disant, c'est une nouvelle qui fera à peu près 20 000 mots, je la proposerai à tel journal, et ensuite il l'écrit. Et ce sont en général des nouvelles qu'il a écrites. Et on assiste, par exemple, comme ça, dans les carnets d'Henry James, on assiste à la naissance de l'image dans le tapis. Et vous pouvez voir comment l'idée lui est venue et comment il l'a développée. Et c'était éblouissant. Et donc, on a à la fois le plaisir du résumé, de la petite anecdote qui pourrait tenir en 2 lignes et qui nous satisfait comme un petit résumé, ou parfois comme une bande-annonce nous satisfait. C'est tout. Je n'irai pas voir le film, la bande-annonce est extraordinaire, ou je ne lirai pas le livre parce que le résumé est extraordinaire. Mais on a parfois aussi le plaisir quand même de développer tout ça et de voir comment ça se développe et comment ce développement n'est pas une perdition, mais
des idées en plus. Ce n'est pas du vide, ce n'est pas du remplissage, ce n'est pas juste du coton mis entre deux phrases, c'est vraiment une structure intelligente. Voilà. Alors il y a aussi les carnets de Flaubert qui il note des idées aussi comme ça. Alors souvent c'est des idées qu'il va pas toujours développer parce qu'il a écrit très très peu. Il n'était pas obligé comme Harry James de gagner sa vie. Il était rentier. Mais il y a parfois des idées très étonnantes de la part de Flaubert. Il a des idées de textes très loufoques. Et le simple résumé, le simple synopsis de Flaubert est un régal parce qu'il y a le plaisir du conte. Alors j'ai beaucoup d'autres questions, mais le temps passe vite et peut-être vous en avez aussi pour si vous avez lu les livres ou pas encore et si vous voulez rebondir sur quelque chose qui a été dit, n'hésitez pas. La première question est toujours la plus difficile à poser, puis ensuite ça va mieux. Sinon, vous avez peut-être des réponses. Alors, parce que moi j'en ai encore d'autres et on pourrait continuer longtemps, mais il y a un moment un petit peu plus, peut-être un peu plus grave justement dans le livre où vous réfléchissez enfin sur la question de l'expérience, du témoignage, et là on sent peut-être quelque chose d'un peu plus, oui, grave. Je sais pas, j'ai juste peut-être une ou deux lignes. Sur la disparition peut-être de la possibilité de rendre compte d'une expérience et de la transmettre sans la vendre. Enfin, je lis juste une ligne ou deux, mais la question devient alors comment faire quand l'expérience est l'affaire des corps, sans les degrés de la connaissance, en se privant de machines rhétoriques, désormais douteuses, et d'une raison décriée, autre tradition moderne. Comment s'y prendre quand l'expérience s'identifie au traumatisme, au lieu d'être le témoignage du traumatisme, ou même la volonté de ce témoignage. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler peut-être de ça un petit peu, parce que je trouve que ça colore un petit peu d'un ton un peu plus grave le texte. C'était involontaire. En fait, encore une fois, je rapproche plusieurs choses sur lesquelles je suis tombé, parce que ce livre est aussi fait de notes prises pendant... Je l'ai écrit, comme je l'ai dit, suite à une commande, mais quand on m'a invité à écrire un texte pour cette collection, j'ai repris des notes que j'avais accumulées depuis longtemps, en disant peut-être que j'en aurais l'usage. Donc parfois des citations qui ont été, en fait, des livres, des petits bouts de textes ici ou là, qui ont été recueillis pendant des années et des années. Et donc ensuite rassemblés par thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, marabout de ficelle, par analogie. Et sur le thème de l'expérience, il y avait, on connaît très très bien ce texte canonique de Walter Benjamin sur l'expérience au lendemain de la Première Guerre mondiale, en disant voilà, il nous arrivait beaucoup de choses, mais curieusement, on n'en a pas l'expérience, tellement c'est nouveau, voilà, pour des tas de raisons, de rapidité, d'intensité. Et un autre écrivain, Robert Musil, je ne sais pas s'il avait lu ce texte-là de Benjamin à ce moment-là, mais exprime un peu la même chose. Il dit que oui, les fils de l'expérience ont été coupés. Alors c'est plus tardif. Et encore plus tard, d'une autre façon, Christa Wolf, alors là on est plutôt l'Allemagne de l'Est, de la fin de la guerre froide, du début des essais nucléaires, se dit voilà, on est à la merci du hasard et donc quelque chose nous échappe. On assiste aux choses, on croit les comprendre, mais encore une fois, le fil semble être rompu entre assister, comprendre, prendre une décision, et parce que comprendre du monde quand, alors à l'époque c'était vraiment la peur du nucléaire, quand en un claquement de doigts, d'ailleurs ça revient d'actualité bizarrement, en un claquement de doigts on peut disparaître. Que devient la raison à ce moment-là? Que devient la littérature, etc., etc. Et je rapproche ça de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, cette idée de l'atelier du peintre où, au contraire, l'expérience est possible. Alors, ce n'est pas tout à fait la même, mais comme j'ai le même mot, l'expérience perdue d'un côté, l'expérience du monde extérieur, l'expérience de ces événements qui nous sidèrent, et de l'autre côté, ces lieux pas tout à fait clos,
d'atelier du peintre, de l'écrivain, où par le seul fait de filtrer légèrement de la lumière extérieure sans se couper du monde, mais en filtrant légèrement la lumière et les bruits du monde extérieur, une expérience avec les choses est à nouveau possible. Je me dis, voilà, peut-être qu'effectivement, une expérience est perdue d'un côté, mais qu'il y a quand même la possibilité d'une intelligence de l'autre. Et Dieu sait si l'écrivain hongrois, l'ogre Miklos, qu'on a évoqué tout à l'heure, a écrit des choses dans son exil intérieur, a écrit par exemple des textes sur l'Europe qui sont magnifiques et qui sont pas du tout des textes issus d'un ermite qui ne comprendrait rien au monde parce qu'il s'était coupé du monde. Non, non, ce sont des textes extrêmement malins et extrêmement forts, extrêmement pertinents sur l'Europe. Il y a eu d'autres sujets, mais je parle de l'Europe parce que ça l'a touché à cœur et parce qu'il était au cœur de l'Europe. Et la dernière analogie, c'était aussi, ça c'est beaucoup plus moderne, alors c'est pas Musil, Christophe Wolff ou Benjamin n'ont peut-être pas eu affaire à ça, mais il y a un autre peut-être travers moderne, une autre difficulté moderne de cette notion de l'expérience, c'est qu'elle est remise en question par la question par toutes ces notions très compliquées actuellement et très difficiles à manier, ces notions d'identité. Alors l'événement un peu emblématique ou caricatural de ces questions-là, c'est, vous savez, ce très beau poème, enfin ce beau poème prononcé par une jeune poète à l'inauguration de Joe Biden. J'ai oublié son nom, Borman. Jessica Borman, je ne sais plus, pardon, j'ai oublié son nom. Et puis il y a eu toute une polémique assez pénible, assez compliquée, sur le fait qu'elle ne pouvait être traduite que par d'autres personnes noires. Et voilà. Alors, donc cette question qui est quand même très troublante pour une autre génération qui est aussi, au contraire, de dire, voilà, je pensais qu'il n'y avait pas de spécificité, et là on retrouve une spécificité, mais de l'autre côté. Et donc l'expérience est-elle liée au corps, à la corporéité, etc., etc. Et effectivement, parfois, on a l'impression que intellectualiser un témoignage, c'est-à-dire rendre possible une traduction, parce qu'une traduction, c'est un travail intellectuel, c'est pas un travail physique. Ce n'est pas un travail même pas forcément un travail de l'émotion, sinon on ne pourrait pas traduire Mandelstam, parce qu'on est très loin de son émotion. On ne pourrait pas traduire Chalamov, on ne pourrait pas traduire Homère, on est très loin de leur émotion, de leur état d'esprit, de leur culture. Mais si on admet que ces gens-là sont traduisibles, on admet que la traduction est une affaire d'intellect, de raison, de mots, de philologie, de choses qui sont peut-être un peu froides, mais qui, à travers la froideur technique du rapport à la langue, nous rendent intacts, ou plus ou moins intacts, une émotion, une souffrance, etc. Mais si la souffrance ne peut être traduite que par des souffrants à d'autres souffrants, alors on est perdu. Bon, merci beaucoup. On peut peut-être continuer cet échange de manière un peu plus informelle. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Et merci pour votre présence aussi et pour vos livres. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter Pierre Sange à la librairie Ombre Blanche le 21 février 2023 à l'occasion de la publication de 2 livres, Un long silence interrompu par le cri d'un griffon aux éditions Verticales et Épître aux Visigoths chez Corti. Pierre Sange a fait paraître de nombreux ouvrages parmi lesquels Projectiles au sens propre chez Verticales en 2020 ou encore Cendres des hommes et des bulletins avec les dessins de Sergio Aquindo au Tripode en 2016. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio.